Bien, alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose par ce biais de poursuivre notre cours sur l'encyclopédisme et la compilation des savoirs dans l'Antiquité. Alors de manière à pouvoir le suivre dans de bonnes conditions, je vous ai adressé dans un courriel les documents d'accompagnement, c'est-à-dire le déroulé qui était le diaporama PowerPoint que j'ai l'habitude de projeter pendant la séance, donc vous pouvez l'avoir sous les yeux en m'écoutant, et j'ai également envoyé le texte de référence qui est un passage du De Architectura de Vitruve. Je vous propose donc de commencer cette séance. Alors vous verrez sur le PowerPoint que c'est la séance qui était prévue à la date du jeudi 1er mars 2018. Je l'ai sous les yeux en même temps que je vous parle. Donc nous ne sommes pas le 1er mars, nous sommes le 23 avril. Nous faisons donc une petite remontée du temps. Et je vous propose de commencer dès à présent. Il s'agissait de vous présenter un texte qui est un des grands textes représentatifs de cette littérature du savoir et de la connaissance de l'Antiquité tels qu'ils nous ont été transmis, c'est le traité sur l'architecture de Vitruve. Alors sur la première diapositive, vous verrez quelques éléments qui reprennent les points que nous pouvons aujourd'hui considérer comme acquis concernant l'auteur de ce traité. Donc j'ai indiqué son nom latin, Marcus Vitruvius Pollio. Et la première question qui se pose et qui s'est posée pendant longtemps au sujet de cet auteur est la question de son identité et de son identité, je dirais, professionnelle, entre guillemets. En effet, le traité est d'une très très grande qualité du point de vue de la fiabilité et de la complexité des connaissances qu'il transmet en matière d'architecture. Et cela explique que pendant longtemps, on ait considéré que l'auteur ait été un architecte, un spécialiste du sujet. Donc ça a été une des premières voies d'accès au texte. Puis ensuite, dans une deuxième période de l'analyse et de l'étude de ce texte, certains ont remis en question cette identité et ont pensé que finalement Vitruve était, à l'instar des grands encyclopédistes ou des grands compilateurs de son temps, ni plus ni moins qu'un amateur éclairé, donc un homme de lettres, un homme cultivé, qui écrivait pour un public lui-même constitué de lettrés, et qu'il avait à sa disposition des sources de premier ordre, des sources de grande qualité, sans pour autant être lui-même un spécialiste du domaine, donc sans avoir été un architecte. Alors, quel est l'état du débat aujourd'hui? La plupart des spécialistes aujourd'hui ont tendance à se rallier à la première hypothèse, la première vision du texte et de son auteur, qui fait de Vitruve un spécialiste, un professionnel du domaine. En effet, beaucoup d'éléments, alors je n'aurai pas le temps d'y revenir, mais beaucoup d'éléments compris dans ce texte laissent entendre que l'auteur était un praticien et pas simplement un curieux ou un amateur éclairé. Vraisemblablement, nous avons affaire à un ancien architecte qui a très probablement exercé son activité dans la Légion romaine, puisque les légions à Rome comprenaient un corps d'ingénieurs architectes, ce qu'on appellerait aujourd'hui des spécialistes du génie, si vous voulez, du génie militaire, qui étaient attachés à la construction des structures dont les légions romaines pouvaient avoir le besoin dans le cadre de leur campagne et qui étaient aussi attachées à la construction des machines de siège. Donc Vitruve était sans doute un de ces personnages, donc personnage issu de l'élite cultivée romaine et ayant exercé ses talents dans le domaine militaire. Donc aujourd'hui, on s'accorde à penser que nous avons affaire à un texte qui est un texte écrit par un spécialiste, alors pour un public qui n'est pas nécessairement, enfin qui n'est pas exclusivement un public de spécialistes, mais pour un public plus large, qui
pouvait inclure des spécialistes du domaine. Alors, ce traité, dont le titre est explicite et ne pose pas de problème du point de vue de la transmission du texte, De Architectura, donc traité sur l'architecture, aurait été composé vers 27 avant Jésus-Christ, donc année qui correspond au début du règne de celui qu'on va ensuite appeler Imperator, donc le début du règne d'Auguste. Nous sommes donc au tout début de cette période que l'on désigne aujourd'hui comme étant l'Empire romain. Alors, c'est l'unique traité du genre transmis. Nous n'avons pas conservé d'autres textes d'architecture de l'Antiquité, et lorsque je dis Antiquité ici, je couvre à la fois le monde grec et le monde latin. C'est donc un texte particulièrement précieux pour nous, puisque c'est le seul du genre, même si nous avons toutes les raisons de penser, à travers un certain nombre de témoignages et de sources, qu'il existait d'autres textes qui relevaient du même domaine et de la même finalité. Simplement, bon, ces textes sont perdus, nous n'en conservons pas les exemplaires. Ce qui fait un des intérêts de ce texte pour les commentateurs, c'est qu'il rend compte, qu'il transmet un certain nombre de concepts rationnels et arithmétiques dont l'origine est très nettement pythagoricienne. Ce qui suppose de la part de l'auteur une certaine connaissance de sources qui ne sont pas uniquement les sources techniques, qui ne sont pas uniquement les sources pratiques relatives à la profession, mais des sources qui relèvent d'une approche plus philosophique, plus globale, plus étendue de la pratique architecturale. Toute la question étant de savoir si c'est une particularité de cet auteur, Vitruve, le fait de détenir ses connaissances, ou si nous avons affaire à des connaissances qui finalement faisaient partie du lot commun des architectes et ingénieurs de son temps. Il s'inscrit très nettement dans la tradition encyclopédique illustrée par les grands encyclopédistes latins comme Caton et Varron. Donc, nous le reverrons à travers la lecture de l'extrait que je vous ai transmis. Souvenez-vous, j'en avais parlé dans une séance précédente, à travers Caton, nous avons affaire à un projet encyclopédique à vocation pratique qui est écrit, qui est rédigé pour le fils de l'auteur et qui est censé transmettre les connaissances qui sont les connaissances considérées comme indispensables pour un aristocrate romain, un futur responsable de la res publica. Et dans le cas de Varron, il en va de même, puisque les textes conservés sont des textes qui traitent des sujets qui pouvaient être considérés comme étant, comme relevant de la culture générale que tout Romain de noble extraction destiné à une carrière brillante, une carrière au service de la res publica, donc une culture générale que tout Romain appartenant à cette catégorie de la jeunesse romaine devait pouvoir maîtriser. Alors, ce texte, je passe à la diapositive numéro 2. Ce texte a été redécouvert à la fin du Moyen-Âge. Il n'y a donc pas de témoins véritablement importants connus pour la période médiévale. C'est vraiment un texte qui, pendant un certain temps, est resté, je dirais, enfoui dans les bibliothèques avant d'être découvert à la fin du Moyen-Âge et de redevenir véritablement canon à partir de la Renaissance. C'est un des grands textes de la Renaissance, en Italie comme dans le reste de l'Europe, qui va être lu, relu, commenté et qui va donner lieu à de multiples traductions, adaptations, en inspirant de nombreux savants, de nombreux humanistes de cette Renaissance européenne. Donc c'est vraiment, dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la culture, un texte incontournable. L'édition classique pour nous, en France, en français, va être pendant longtemps l'édition de Claude Perrault, frère aîné de Charles, le fameux Charles Perrault, que vous connaissez tous. C'est une édition commanditée par Colbert,
dans le cadre de sa politique d'encouragement des sciences et des arts, politique placée sous l'égide du roi Louis XIV. Claude Perrault est un théoricien de l'architecture, bien qu'il ne soit pas architecte à proprement parler de profession, il est avant tout un médecin. Il appartient à cette tradition des grands médecins érudits, des grands médecins lettrés, qui, à partir de la Renaissance, vont donner à l'histoire de la culture, à l'histoire des idées, de très nombreux noms tout à fait considérables et remarquables. Il incarne à sa manière le genre, la figure même du polymathe, c'est-à-dire l'homme de tous les savoirs. Et d'une certaine manière, ce n'est pas surprenant que ce soit quelqu'un comme Claude Perrault qui ait transmis pour nous le texte de Vitruve, puisque finalement, ce personnage, Claude Perrault, reprenait, incarnait à sa manière, et en son temps surtout, cette tradition de l'encyclopédisme latin. Alors parmi ces œuvres, je passe à la diapositive suivante, j'ai donné des titres, vous voyez que nous avons un ensemble de titres qui témoignent du caractère très étendu, très large des centres d'intérêt et de la culture de Claude Perrault, des mémoires pour servir à l'histoire naturelle des animaux, des essais de physique, traités de la musique, une ordonnance sur les 5 espèces de colonnes selon la méthode des anciens. Alors là, nous sommes au cœur même du projet architectural vitruvien. Et surtout, c'est lui qui va donner les dessins de l'Observatoire de Paris et participer à la construction de la colonnade du Louvre. Et enfin, dans le cadre de la fameuse querelle des anciens et des modernes, donc vous savez que c'est le grand enjeu culturel et littéraire de l'époque, il sera partisan, comme son frère, des modernes, ce qui ne l'empêche pas d'être un grand traducteur des anciens et de reprendre à son compte le traité d'architecture de Vitruve. Dans une vidéo d'accompagnement, je vous proposerai un petit passage en revue très rapide de cette édition de Claude Perrault à travers le facsimilé. Donc je ne vous la présente pas dans cette vidéo, mais dans une vidéo d'accompagnement, vous pourrez en voir quelques parties. Alors, pour revenir à notre Vitruve. Alors, je passe à la diapositive suivante. Le traité est un traité en 7 livres qui traite de la construction des édifices, donc ce que nous appelons aujourd'hui l'architecture, suivi de 3 livres qui traitent des machines, ce que nous appellerions aujourd'hui l'ingénierie. Les machines réparties en 3 grandes catégories, les machines hydrauliques, dont les anciens étaient à la fois des grands amateurs et des grands spécialistes, des horloges et des machines diverses, dont, pour une bonne part, les machines de siège et d'attaque. Et c'est cette concentration de l'auteur sur les machines de siège et d'attaque dans la fin de l'ouvrage qui a conduit à considérer que cet auteur était plus particulièrement un spécialiste de ce sujet et qu'il était en mesure de lui réserver une place aussi importante, car de fait les descriptions sur le sujet sont d'une très grande précision, d'une très grande technicité, une place aussi importante dans l'économie de l'œuvre. Donc au total, nous avons 10 livres, dont 7 constituent ce que nous appelons aujourd'hui l'architecture. Alors, je vous propose de lire ensemble le prologue, le texte que je vous ai adressé comme texte d'étude. C'est en fait l'ouverture du traité, les toutes premières lignes, dans lesquelles l'auteur fait ce que l'on fait dans tout prologue, c'est-à-dire à la fois présente son projet et définit le domaine d'étude concerné par ce projet. Alors,
Vous le lirez de vous-même, hein, si nous avions été en séance normale du cours, nous aurions sans doute relu ensemble le texte. Maintenant, je ne vais pas le faire dans le cadre de cette vidéo. Je vous l'ai envoyé, vous pouvez en prendre connaissance avant de poursuivre la lecture de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir de ce prologue de Vitruve, c'est le fait qu'il cherche à définir non seulement la profession et le métier d'architecte, mais également une sorte d'idéal de la connaissance. Et tout fonctionne comme si, finalement, définir l'architecte, le bon architecte, l'architecte idéal, revenait à définir ce que doit être un programme de connaissance, un programme de culture générale, maîtrisé par ce que l'on pourra appeler à une époque ultérieure l'honnête homme, c'est-à-dire l'homme qui a reçu une éducation digne de ce nom et qui est en mesure de mettre cette éducation, ces connaissances au service de la res publica. Alors, la figure de l'architecte idéal, telle qu'elle est définie par l'auteur dans ce texte, est à mettre en parallèle avec une autre figure incontournable et même centrale dans le monde romain, qui est celle de l'orateur. Et on s'aperçoit que finalement, les principes qui sont invoqués par Vitruve pour définir ce qu'est le bon architecte sont tout à fait similaires aux principes que les traités de rhétorique latine mettent en avant pour définir le bon orateur, l'orateur idéal. Alors, les deux principaux traités qui peuvent servir de référence à ce titre sont les deux grands traités de rhétorique de Cicéron, l'Orator et le De Oratore, qui tous les deux posent les règles qui doivent présider à la pratique de l'art oratoire. Alors, Cicéron avait repris à Caton le censeur, une définition de l'orateur comme étant un vir bonus dicendi peritus. Alors, si l'on veut traduire simplement cette expression, qui va devenir très rapidement une expression topique dans le monde latin, hein, qui va devenir la définition par excellence de l'orateur, vir bonus, c'est un homme de bien, c'est-à-dire un homme qui présente toutes les vertus morales qui sont attendus de l'homme qui va se mettre au service de la res publica. Donc là, il y a une dimension morale et philosophique qui est prégnante, et c'est un homme de bien, donc vir bonus, qui est dicendi peritus, c'est-à-dire qui est expert, qui est accompli dans l'art de parler, dans l'art de la parole. Donc vous voyez, l'orateur est défini par Cicéron, à travers cette définition qu'il reprend à Caton le censeur, comme un expert, un spécialiste. Il faut qu'il soit dicendi peritus, donc il faut qu'il maîtrise l'art de la parole, mais il n'est pas simplement technicien, il doit aussi joindre à cette expertise, à cette spécialité qui est la sienne, un certain nombre de vertus, qui sont des vertus plus générales, qui font de lui un homme de bien. Donc, c'est une définition qui refuse de faire de la rhétorique et de l'art oratoire une simple affaire de technicité, de spécialisation dans un domaine donné, mais qui lui donne une ouverture, une amplitude beaucoup plus large. Alors, ce n'a rien de très original, hein. On trouverait les mêmes façon d'appréhender l'art oratoire et la figure de l'orateur déjà dans le monde grec, à travers une figure comme celle d'Isocrate, un des grands orateurs athéniens, qui posait de manière tout à fait comparable les principes fondamentaux de la maîtrise de l'éloquence. Il s'agit donc de réunir la rhétorique et la philosophie dans cette façon de concevoir l'art oratoire,
pour contrer en quelque sorte la scission initiale qui avait été posée par Platon, puisque lorsque l'on considère la pratique de l'éloquence ou de la rhétorique telle qu'elle est définie et telle qu'elle est conçue par Platon, on voit bien que pour le philosophe Platon, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de finalité commune à établir entre le travail de l'orateur et le travail du philosophe. Le philosophe chez Platon est quelqu'un qui recherche la vérité, et seulement la vérité, tandis que l'orateur est quelqu'un qui recherche à obtenir la persuasion, qui recherche à créer les conditions de la persuasion, et cette recherche de la persuasion ne repose pas nécessairement sur l'impératif de la vérité ou du discours vrai. Ça, c'est tout à fait net dans la philosophie de Platon. Il y a une dichotomie de principes qui est posée entre l'art oratoire et la philosophie, qui sont deux domaines de l'activité intellectuelle non seulement différents, mais même fondamentalement opposés. Et cette conception-là, c'est une conception qui va marquer fortement la tradition philosophique, qui va rester un enjeu de débat tout au long de l'Antiquité au sein de la tradition philosophique, mais qui n'est pas retenu nécessairement, non seulement par tous les orateurs, mais même par tous les philosophes. Et de fait, un certain nombre de grands orateurs ont voulu face à cette prise de position, qui est une prise de position assez catégorique de la philosophie, ont voulu proposer une réponse qui fasse de la rhétorique un art totalisant, un art qui non seulement intègre les principes de la philosophie, mais se donne aussi ses propres finalités, ses propres règles. Donc j'évoquais tout à l'heure la figure d'Isocrate, qui incarne parfaitement cette posture, et Cicéron qui va la reprendre à plein. Donc, une conception de la rhétorique comme une sorte de domaine qui pourrait couronner en quelque sorte tous les domaines de la connaissance. Alors, cette voie qui fait, en quelque sorte, qui permet de réunir, de rassembler rhétorique et philosophie, elle avait été ouverte dans la tradition philosophique, puisque je viens de dire que certains philosophes l'avaient reprise, par Philon de Larissa, l'un des grands représentants de l'Académie, donc un héritier de Platon, mais à une époque où l'Académie développe une doctrine qui, à de multiples égards, s'éloigne de la doctrine originelle de Platon. Donc Philon de Larissa, grand maître de l'Académie, qui s'installe à Rome, où il enseigne à partir de 88 avant Jésus-Christ, et dont la pensée va exercer une influence considérable sur les esprits romains, et en particulier sur un personnage comme Cicéron. Alors, quels étaient pour résumer très très brièvement les grands principes posés par Philon de Larissa, sur cette question des rapports entre rhétorique et philosophie? Premier principe, l'orateur ne peut ignorer la philosophie. Donc l'orateur est quelqu'un qui pratique la philosophie, qui connaît la philosophie et qui nourrit son activité oratoire de l'enseignement philosophique qu'il a reçu. Donc là, très clairement, nous ne sommes pas du tout dans la continuité de la posture originelle qui est celle de Platon, qui voulait au contraire séparer totalement les deux sphères d'activité, rhétorique et philosophie. Là, dans le cas de Philon de Larissa, il y a une volonté de rassembler les deux. Et deuxième principe, alors qui ne porte pas sur la rhétorique en particulier, mais qui forcément a une incidence sur la pratique de la rhétorique, selon Philon de Larissa, le philosophe ne peut s'abstraire de la vie pratique. C'est-à-dire que le philosophe, ce n'est pas quelqu'un qui se met à l'écart, ce n'est pas quelqu'un qui se désintéresse des affaires de la cité, au contraire, c'est quelqu'un qui a un intérêt pour la res publica ou pour la police, si on parle grec, qui donc peut jouer un rôle au sein de la communauté, et qui, à ce titre, puisque nous sommes dans un système où la parole et la maîtrise de l'art oratoire déterminent toute l'action publique, toute l'action politique, et donc qui, à ce titre, eh bien, est quelqu'un qui va pratiquer la rhétorique, qui va la maîtriser et qui va l'utiliser.
Donc voilà, pour résumer très brièvement, on a avec Philon de Larissa une posture qui est une sorte de posture de réconciliation entre ces deux domaines de l'activité, qui va être reprise totalement par Cicéron. Je passe à la diapositive suivante. Alors, si je reviens sur les traités de Cicéron, et en particulier le premier chapitre De Oratore, Cicéron y définit ce que doit être la culture de l'orateur. C'est le paragraphe 55 de ce livre 1, j'ai dit premier chapitre, pardon, premier livre du De Oratore. Donc, paragraphe 55 du premier livre du De Oratore, Cicéron définit la culture de l'orateur, et on voit bien que dans la conception cicéronienne, l'orateur est un homme qui se caractérise par sa maîtrise d'une culture très ample. Donc, c'est, pour employer une expression d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait reposer sa pratique sur une culture générale étendue. Culture générale qui peut s'appliquer à bien des domaines. Donc ça, c'est un premier point important que l'on va retrouver dans le texte de Vitruve que vous avez lu, où effectivement l'architecte n'est pas simplement un spécialiste, un expert, quelqu'un qui maîtrise un domaine technique, mais quelqu'un qui fait reposer sa pratique sur une éducation large, une éducation étendue. Deux autres points qui sont développés par Cicéron, alors qui évidemment nous intéressent moins ici par rapport à la lecture de Vitruve, parce qu'ils ne sont pas véritablement déterminants dans ce texte. L'orateur est quelqu'un qui fait preuve de prudentia. Alors prudentia, c'est un mot qui est toujours difficile à traduire en latin, parce que c'est un quasi synonyme de sagesse, sauf que les Romains ont deux mots pour définir la sagesse. Ils ont sapientia et prudentia. Alors sapientia, c'est plutôt la sagesse des philosophes. Et prudentia, c'est une forme de sagesse, mais de sagesse pratique, de sagesse qui s'applique aux activités du quotidien, qui s'applique à l'action, et qui va permettre à chaque homme de pouvoir faire les bons choix selon les circonstances qui sont les circonstances de l'existence. Donc prudentia, c'est une sorte de sagesse qui n'est pas purement théorique, mais qui est aussi véritablement ancrée dans la vie, dans l'existence. Et surtout, Cicéron nous enseigne que l'orateur, c'est aussi quelqu'un qui doit faire preuve de probitas. Alors, la probitas, c'est quoi? C'est aussi une vertu tout à fait fondamentale pour le monde romain. C'est l'honnêteté, et en particulier pour l'orateur, c'est l'honnêteté intellectuelle et son adhésion aux valeurs qui fondent la Res Publica Romana, la cité romaine. Dans le second traité, l'Orator, au chapitre 46, Cicéron reprend en fait les mêmes motifs, auquel il va adjoindre l'idée d'une culture philosophique de l'orateur. Cicéron va très loin dans cette idée de la culture philosophique de l'orateur, puisque deux paragraphes sont consacrés à montrer que finalement tout dépend de la philosophie. Tout dépend de la philosophie dans l'art oratoire. C'est-à-dire que l'art oratoire se fonde sur la philosophie, qui est en quelque sorte le socle, qui est en sorte le plan fondamental qui va permettre à l'orateur de développer tout son art. Bon, donc on voit bien que pour Cicéron, l'orateur n'est pas un simple spécialiste, n'est pas un simple technicien de la parole, mais un homme accompli, un homme complet qui jouit d'une culture importante, qui connaît la philosophie et qui met en œuvre à travers la pratique de son art oratoire les vertus qui sont les vertus romaines. Donc finalement, cette image qui est proposée par Cicéron, c'est une sorte d'image de l'homme idéal, de l'homme parfait. Et cet homme, c'est l'orateur. Alors, on va retrouver chez Vitruve un portrait de l'architecte qui sont assez comparables. Alors, ce prologue de Vitruve, donc, qui définit l'art architectural, finalement ne fait que mettre en œuvre un topos, un lieu commun, de tous les traités cherchant à définir ce qu'on appelle en latin une disciplina, donc un domaine de la connaissance, ou un ars. Toute disciplina ou toute ars, finalement, trouve sa légitimité, fonde sa raison d'être dans un idéal qui est un idéal de la réunion des savoirs. La disciplina noble, celle qui mérite d'être
apprise et qui mérite d'être enseignée ou qui mérite d'être transmise par des textes, c'est celle qui peut réunir en elle l'ensemble des connaissances, des savoirs qui fondent la culture de l'homme. Alors, je pourrais multiplier les exemples de cela, je ne vais pas le faire parce que ce serait assez long, mais une des grandes figures de l'Antiquité qui incarne parfaitement cette conception totalisante, globalisante de la connaissance, c'est le médecin Galien de Pergame. Galien, donc médecin du IIe siècle après Jésus-Christ, qui a défini de la même manière la médecine et la figure du médecin comme étant un homme accompli. On voit très très bien dans les très nombreux textes qui définissent le médecin chez Galien, on voit très très bien que la définition du médecin est une définition globale qui fait du médecin un homme dont l'activité couronne en quelque sorte l'ensemble des activités de connaissance, et que le médecin est un homme qui finalement, s'il est un bon médecin, peut se placer au sommet de l'ensemble des domaines de l'activité intellectuelle, de l'activité technique, et surtout que le bon médecin, chez Galien, est aussi un philosophe. C'est donc une véritable réhabilitation du savoir ou des savoirs qui est à l'œuvre dans ces textes, et c'est le cas chez Vitruve, avec l'émergence d'une figure que l'on va appeler, alors plus tard, mais qui est un mot grec que l'on rencontre déjà dans la littérature grecque pour caractériser certains personnages, la figure du polymathe. Le polymathe, littéralement, c'est celui qui est, on dirait aujourd'hui, multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Le polymathe, c'est l'homme de tous les savoirs, l'homme de plusieurs savoirs, l'homme de plusieurs connaissances. Donc c'est celui qui ne s'enferme pas dans une seule catégorie, dans une seule discipline, mais qui est capable de couvrir, à travers sa culture et son activité, tous les domaines de la connaissance et de l'activité intellectuelle, donc ce que l'on appelle un polymathe. Alors, évidemment, ici, on observe une rupture, et je reviens sur ce motif qui est fondamental, une rupture avec l'héritage de Platon, et sa polémique contre les sophistes. Si vous vous souvenez des premiers dialogues de Platon dans lesquels les sophistes sont tournés en dérision, ce que reproche Platon à certains des grands sophistes de son temps, c'est le fait qu'ils se présentent comme des hommes capables de couvrir tous les domaines de la connaissance, mais qui finalement, fondamentalement, ne savent pas grand-chose, parce qu'à force de vouloir s'éparpiller, se disperser dans toutes les connaissances, ils finissent par ne jamais véritablement aller au fond des choses et à poser les vraies questions qui sont celles qui permettent d'accéder à la vérité. Ça, c'est l'image négative que Platon cherche à donner des sophistes. Alors, on peut citer l'un d'entre eux, c'est le personnage d'Hippias, la figure d'Hippias, qui donne lieu à deux dialogues chez Platon, l'Hippias mineur et l'Hippias majeur. Alors, Hippias, c'est un personnage qui est très intéressant parce que nous savons que c'est un personnage qui se caractérisait comme un homme très savant, et de fait, lorsqu'il intervient dans les textes de Platon, il se définit lui-même comme le plus savant des Grecs, comme l'homme de toutes les connaissances, l'homme de tous les savoirs. Et il est vrai que un certain nombre de témoignages concordent pour nous montrer que nous avons affaire avec, à travers la figure d'Hippias, à la figure d'un homme qui était véritablement admirable par sa connaissance de la nature des choses. Alors, dans l'Hippias mineur, qui nous donne le portrait le plus développé du personnage, j'ai indiqué les références précises sur la diapositive, 367A, 369A. De fait, nous avons un personnage qui est à la fois un spécialiste de calcul, de géométrie, d'astronomie, de poésie, de musique, etc. Donc je dirais toutes les connaissances qui font la culture générale d'un grec bien éduqué, mais qui est aussi un artisan parfait. Hippias, c'est quelqu'un qui fabrique lui-même, et il en est très très fier, les objets dont il a besoin dans sa vie. C'est-à-dire que les chaussures qu'il porte, les sandales qu'il porte, il les a faites lui-même, les bijoux qu'il porte, il les a fait lui-même, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui non seulement allie des connaissances théoriques et des connaissances pratiques, techniques,
qui lui permettent finalement d'être en quelque sorte autosuffisant. Hein. Il n'a pas besoin de s'appuyer sur l'expertise des autres, puisque il réunit en sa personne toutes les expertises possibles. C'est donc véritablement une figure de savant, de technicien, donc une sorte de figure finalement encyclopédique. Hippias est une sorte d'encyclopédie vivante, hein, si je peux utiliser cette métaphore. Il est en lui-même une sorte d'encyclopédie vivante, capable de couvrir tous les domaines de la connaissance. Alors évidemment, Platon récuse une telle conception du savoir, qui pour lui relève d'une forme d'apparence en fait, puisque malgré ce caractère tout à fait extraordinaire en apparence d'Hippias, Hippias est finalement un personnage qui n'accède pas à la vérité philosophique. Mais ça, c'est la posture de Platon. Alors, vous savez peut-être que depuis plusieurs décennies, il y a eu une entreprise de réhabilitation dans la tradition des études de l'Antiquité, de réhabilitation de la figure des sophistes. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, on est resté sur une conception des sophistes et de ce qu'a été la sophistique, qui était une conception fortement tributaire de Platon et donc une conception négative. Or, aujourd'hui, on relit, on redécouvre avec un regard différent toute cette tradition de la sophistique grecque, et on s'aperçoit que de fait, à travers les grandes figures de sophistes de l'Antiquité, nous sommes confrontés à des personnages qui certes étaient des grands savants, qui certes étaient des orateurs et des rhéteurs hors pair, mais qui pour un certain nombre d'entre eux étaient aussi des gens dont l'acuité et la capacité à discourir et à réfléchir pouvaient tout à fait concurrencer l'enseignement des philosophes et des écoles de philosophie. Donc, l'architecte tel que Vitruve le définit est finalement un personnage qui reprend à son compte cet héritage et qui ne va pas se contenter de dominer, de maîtriser une connaissance qui est celle de l'architecture, mais qui doit, pour pouvoir être un bon architecte, un architecte parfait, couvrir l'ensemble des savoirs. Donc, en guise de conclusion, l'architecte, selon Vitruve, est aussi un polymathe, et cette conception a une influence évidente sur la manière dont Vitruve écrit son traité de Architectura. C'est-à-dire que lorsque vous lisez le De Architectura de Vitruve, vous ne lisez pas simplement un texte sur l'architecture, même s'il s'agit d'un texte d'une très grande précision et d'une très grande technicité en matière d'architecture, mais vous lisez aussi un texte qui pose un programme qui est un programme véritablement encyclopédique, un programme de connaissances, puisque Vitruve va sans cesse rattacher les différents points qui sont les points sur lesquels sa réflexion se porte, donc des points je dirais, techniques, des points d'architecture, d'ingénierie, etc. Il va sans cesse les rattacher à l'histoire, à la philosophie, à toutes les connaissances de l'humanité, pour montrer que finalement, on ne peut pas concevoir une pratique comme celle de l'architecture indépendamment d'une connaissance globale de ce que peut être à la fois l'histoire des hommes, mais aussi de ce que peut être la culture des cités, la culture des hommes. Ce qui explique la très grande postérité, la très grande fortune de ce traité des Architectura de Vitruve, qui, je vous le dis, donc à partir de la fin du Moyen-Âge et surtout pendant la Renaissance, va devenir un des grands textes de référence sur l'Antiquité. C'est qu'en fait, nous n'avons pas à faire simplement un traité d'architecture stricto sensu, mais véritablement à quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus complet, et donc, de mon point de vue, à quelque chose qui relève totalement d'un projet encyclopédique et d'une œuvre à caractère encyclopédique. Je vous remercie. Je clôt ici cet exposé général et je vais vous proposer une seconde vidéo très courte qui vous présente très rapidement le facsimilé de l'édition du De Architectura par Claude Perrault.